Fin des années 60, début des années 70. Dans le vide sidéral de la pop culture de l'Allemagne d'après-guerre, Kraftwerk cherche une nouvelle forme d'expression artistique. Personne ne se doute alors que ces garçons de Rhénanie, si secrets et férus d'expérimentation, deviendront un jour un des groupes les plus influents de tous les temps. Ces défricheurs des temps nouveaux cisèlent une musique électronique vibrante, synthèse géniale entre la pop commerciale et l'avant-garde, une folk industrielle qui s'adresse au village global et prophétise l'avènement de l'ère numérique. Au fil des ans, l'influence de Kraftwerk n'a cessé de croître. Aujourd'hui, 45 ans après la création du groupe, les plus grandes institutions culturelles leur consacrent des rétrospectives. Les musées d'art moderne de New York, Düsseldorf, Sydney, Tokyo exposent leurs créations et accueillent une série de concerts en 3D qui sont autant de performances totales. À Londres, ils ne pouvaient se produire ailleurs que dans l'ancienne centrale électrique de la Tate moderne. Quelques minutes après la mise en vente des billets, les 8 soirées affichaient complet, la ruée provoquant le plantage des serveurs informatiques. Cet engouement partagé par le public et la critique a confirmé leur statut d'icône. Plus de 100 000 fans ont dû rester à l'extérieur. Pour ce film, et à l'invitation du groupe, nos caméras ont saisi des images exclusives. Voici Kraftwerk Pop Art. Kraftwerk voit le jour en 1968 suite à la rencontre entre Ralf Hütter et Florian Schneider lors d'un cours d'improvisation au conservatoire de Düsseldorf. La formation comprend d'abord un batteur et un guitariste qui fonderont ensuite le groupe Neu. À l'époque, la scène musicale allemande est foisonnante. Mais c'est avec Cannes, un groupe de rock expérimental fortement influencé par le classique, qu'ils ont le plus d'affinité. Ils improvisent ensemble dans une galerie d'art et leur premier concert officiel a lieu en 1970 lors d'une émission de télévision tournée à Unna. Kraftwerk n'a pas encore sorti d'album. En 1968, on s'était construit un petit studio et on a rapidement eu la visite de 2 types de Düsseldorf. C'était Ralf et Florian. Aucun des deux n'était vraiment spécialisé dans un style, mais on a réussi à s'adapter les uns aux autres. C'était très ouvert musicalement. Après, ils sont rentrés chez eux, mais ils sont assez rapidement revenus. On a refait ça 2 ou 3 fois, et puis on ne les a plus revus. Michael Caroli, notre guitariste, a dit « Je crois qu'on entendra encore parler d'eux. » Ralf, c'est du solide. Ce qu'il fait, ça a de la substance. On le sent très vite quand on improvise avec quelqu'un. Cette émission de télévision à Unna nous l'a confirmé. Kraftwerk était sur une scène et nous sur une autre. À cette époque, ils jouaient avec un batteur. On voyait qu'ils avaient beaucoup réfléchi à ce qu'ils faisaient. Ce n'était pas notre cas. Nous, on en était capables aussi, mais on restait très attachés à des formes plus libres. Ils avaient baptisé ça le Krautrock. Guru Guru, Neu, Ashra Temple, Cannes. C'est ce que j'écoutais à l'époque. Ce terme avait quelque chose de moqueur, bien sûr. C'était une certaine vision de cette musique allemande. On lui avait donné un nom un peu affectueux, presque condescendant, le Krautrock. Des groupes allemands se produisaient en Angleterre. Et je peux comprendre que les Anglais qui les ont entendus leur aient donné ce sobriquet de Kraut. Parce que ce n'était pas au niveau des standards anglais. Même Cannes n'y répondait pas. D'après les normes établies en Grande-Bretagne, on était un mauvais groupe. Il faut le dire clairement. On faisait beaucoup trop d'erreurs. Mais ensuite,
la machine s'est mise en route. Et comme l'ont dit les Anglais par la suite, quand ces teutons démarrent, on ne peut plus les arrêter, ils écrasent tout. On perçoit Kraftwerk à travers le filtre de ce qu'ils sont devenus. Mais il aura fallu du temps avant de se trouver. C'est un processus qui a pris quelques années, jusqu'à aboutir à un véritable concept. Mon premier souvenir marquant de Kraftwerk a été la pochette d'Autobahn. C'était une révélation, comme un symbole de leur capacité à réduire les choses à leur plus simple expression. Tout à coup, ça paraissait très moderne. Le projet Kraftwerk est définitivement conceptualisé en 1974 avec Autobahn, son 4e album. Le titre, qui donne son nom au disque, dure 22 minutes et pour la première fois, il contient des paroles. Premier succès commercial, premier hit aux États-Unis. Le graphisme dépouillé de la pochette participe de l'identité visuelle que Ralph et Florian ont mise au point avec l'artiste Emil Schult. Neville Brody a révolutionné l'art graphique dans les années 80. Il est aujourd'hui intervenant au Royal College of Art de Londres. En 1982, il est directeur artistique du magazine culte The Face. Sa première mise en page est justement consacrée à Kraftwerk. Il se souvient de l'impact de leur esthétique. Avec Autobahn, la pochette de l'album devient productrice de sens. Modifier la signification d'un signe, c'est une manière de déclarer que la pop peut renvoyer à autre chose qu'à la musique. Elle peut par exemple faire référence à des faits de société. À plusieurs reprises, les pochettes de Kraftwerk ont mis le groupe en scène. C'est devenu leur marque de fabrique, non sans une certaine dose d'ironie. La pochette de Trans-Europe Express est un véritable affront aux conventions esthétiques du rock. En pleine explosion punk, les 4 garçons de Düsseldorf apparaissent dans un noir et blanc hollywoodien vaguement désuet. Auréolés des couleurs kitsch d'Emil Schult, les voici en jeunes citadins attablés pour un déjeuner à la campagne. Seule une broche en diamant en forme de note de musique au revers de la veste de Florian les différencie d'experts comptables en balade. Ils ont jeté un pont entre le dadaïsme, le constructivisme et la musique moderne. La pochette de The Man Machine est très influencée par le constructivisme russe. À l'origine de ce courant artistique, il y a l'idée que le futur serait l'œuvre des ingénieurs et des scientifiques, et que la technologie nous conduirait à la société idéale. C'était une esthétique très expérimentale, avec des plans obliques et une typographie éminemment expressive. Elle rappelle le style Bauhaus, qui nous a tous inspirés. Avec Autobahn, Kraftwerk s'attire de nouveaux fans comme Fassbinder et David Bowie. En tournée en Europe, Bowie sillonne le continent à bord d'une vieille Mercedes qui passe l'album en boucle. Il dit à qui veut l'entendre que Kraftwerk est son groupe préféré. Cette reconnaissance aura une résonance positive auprès de la presse. Dans les années 70, Bowie faisait office de moteur de recherche. Dès qu'il parlait de quelque chose, on allait voir de quoi il s'agissait. Il a clairement modifié sa ligne artistique du fait de Kraftwerk, ce qui leur a offert une formidable campagne de publicité. Car on a voulu connaître l'histoire de ce groupe qui a inspiré l'une des périodes les plus créatives de la carrière de Bowie. Drehen wir am Radiophon. Vernehmen wir den Sendeplan.
Le son de Kraftwerk est particulier parce que le groupe dispose d'un équipement spécifiquement conçu pour ses besoins. Man kann ja nicht in den Laden gehen und diese Sachen einfach sagen, ich will das jetzt. Wir mussten das eben selbst machen, alles. Wir basteln immer selbst mit einem anderen Freund, der ist noch Musikingenieur oder Toningenieur. Der hilft uns und wir bauen dann die ganzen Sachen selbst. La beauté ardente et romantique de leur création balaie le cliché d'une musique électronique froide et sans âme. On considère toujours le blues et donc le rock comme des trésors d'authenticité, alors que le rapport avec la technologie reste encore conflictuel. Un instrument en bois serait doté d'une âme, tandis qu'un ordinateur en serait dénué. J'ai toujours été persuadé du contraire. La machine met en valeur, encadre et illumine la tendresse et la grande humanité qui sont au cœur de l'œuvre de Kraftwerk. C'est par le biais des ordinateurs qu'ils ont voulu partager leurs idées. C'est un choix délibéré, et ce sont des génies de la mélodie. Or, c'est à travers elles qu'on perçoit l'âme de la musique. On considère Kraftwerk comme le premier groupe qui a compris le potentiel des machines électroniques, du travail en studio et de l'association de ces deux facteurs pour créer de la musique populaire. Les artistes qui ont suivi n'ont fait que creuser ce sillon. On peut les comparer avec d'autres géants de l'histoire de la musique, les Beatles par exemple. Mais aujourd'hui, qui influence-t-il? Peut-être Elton John, George Michael et Take That à la rigueur, encore ELO, mais c'est tout. On dirait que cette source d'inspiration s'est tarie, tandis que Kraftwerk continue d'enrichir le territoire musical. D'un côté, ils ont inspiré l'avant-garde, les expériences qui ont conduit au glitch art et aussi à l'éclatement rythmique du dubstep. Et de l'autre, on les entend chez Kylie Minogue et dans la pop mainstream. Le fantôme de Kraftwerk est partout. C'est un autre aspect remarquable de ce groupe. Il hante l'imagination et le monde. Quand les lumières s'éteignent et qu'on regarde dehors, on voit une représentation visuelle de leur musique. La bande-son de ce genre de paysage, pour moi, serait du Kraftwerk. Ils ont choisi de se consacrer avec une application quasi obsessionnelle à ce qui n'avait jamais été fait, et ont ainsi produit des sons merveilleux et nouveaux. En un sens, ce sont des poètes. Cette fraîcheur exquise révèle tout le potentiel de séduction des sons. Kraftwerk avait compris à quel point le rythme peut captiver et consoler les hommes. Ils ont donc créé des rythmiques fabuleuses. Mais ils ont ajouté à ce schéma un formidable sens de la mélodie. Leur compréhension de la ligne mélodique ne s'arrête pas à la pop ou au rock. Elle englobe toute l'histoire de la musique. Pour moi, ce sont des artistes classiques dont le génie a été de comprendre la musique populaire et l'usage qu'on pouvait faire du studio. Ils ont su voir que le studio était un instrument aussi révolutionnaire que le piano l'avait été à l'époque de Mozart. Ce n'est pas seulement un groupe fondateur dans l'histoire du rock, c'est aussi le plus influent et le plus important. Il a de très fortes chances d'entrer dans la légende, aux côtés de Mozart ou de Bach, ces compositeurs dont on vénère toujours l'œuvre des siècles plus tard. J'en suis convaincu, je n'ai aucun doute là-dessus.
without any reservation. François Kevorkian a passé son adolescence à écouter du krautrock à Strasbourg. Au milieu des années 70, il s'envole pour New York. Il commence par jouer de la batterie pour des DJ dans un bar. Très vite, il s'affirme comme l'un des plus grands DJ underground des États-Unis. Dans les années 80, c'est un remixeur très prisé. Il travaille avec de nombreux artistes. Des légendes de la dance telles D-Train et Dinosaur L, au poids lourd des hit parades comme U2 et Depeche Mode. François K. est le premier outsider à entrer dans l'intimité de Kraftwerk et devient leur remixeur attitré. Des années plus tôt, il a été témoin de leur formidable impact sur la dance music. Kraftwerk a la capacité de transcender les barrières culturelles. Leur musique passe très bien auprès du public noir. Ils ont ce truc, c'est comme ça. Au milieu des années 70, les New-Yorkais ont vu débarquer d'Allemagne ces disques étranges. Cette musique ressemblait à ce qu'ils avaient l'habitude d'écouter, au sens où elle leur donnait à voir et à entendre leur propre ville. C'était extrêmement rigide et répétitif, et donc merveilleusement rythmique. Ils avaient remplacé le batteur par une machine qui reproduisait l'essence même du funk, sa mobilité. C'est cette rigidité qui était funky. C'était linéaire, comme un électrocardiogramme. J'ai trouvé ça très cool. C'était si propre, si précis et si parfait que ça ne pouvait être que funky. Et ces mecs blancs, sérieux, qui portaient une cravate, une chemise et un pantalon vert, ce look androgyne, c'était raide, mais c'était funky. Exactement ce qu'il fallait pour taper dans le mille. Trans-Europe Express, c'était trop funky. C'était comme un gros sound system, avec les sons métalliques et tout. J'étais scotché. Les gens disaient « Mais je flash là, c'est quoi ?» À l'été 77, on dansait à la fois sur Trans-Europe Express et sur Barry White, Marvin Gaye et le Soul Soul Orchestra. Et personne ne trouvait ça bizarre. Les gens me disaient juste « C'est dingue le truc que tu nous passes là, c'est quoi ?» Mais ils adoraient. C'est devenu encore plus flagrant avec Computer World. Et quand Numbers est sorti, là, c'était du délire. Le hip-hop, c'est un mouvement très diversifié. Il y a une mouvance assez lente avec des rythmes plus funky, mais Planet Rock, c'était plutôt le précurseur de la techno. Pour composer Planet Rock, Looking for the Perfect Beat et Renegades of Funk, Afrika Bambaataa sample des séquences entières de Trans-Europe Express et Numbers, à tel point que Kraftwerk touche des royalties sur ses hits planétaires. Arthur Baker et John Robbie ont collaboré pour cette production. C'était un coup de génie. Ils ont pris deux éléments très forts et ils en ont fait quelque chose d'irrésistible. Made it into something that was just so irresistible. I guess history, Ce disque est entré dans l'histoire. C'est l'acte fondateur du mouvement électro. Start the whole electro movement. Avec l'album Computer World et la tournée qui suit, Kraftwerk fait une entrée fracassante dans les années 80. En 1986, Electric Café est loin de connaître un tel succès. Mais l'année suivante, ils explosent de nouveau là où on ne les attend pas, à Détroit.
3 producteurs fans de Kraftwerk, surnommés les Belleville 3, Derrick May, Juan Atkins et Kevin Saunderson, mettent alors la dernière main à un nouveau genre musical, la techno. Je n'ai rencontré Ralf Hütter et Florian Schneider qu'une fois. C'était à Détroit il y a au moins 15 ans. Ce concert était énorme, presque un nouveau départ dans leur carrière. Ils étaient ravis d'être là et ils ont joué à guichet fermé devant 7000 spectateurs. C'était un spectacle génial, un moment fantastique avec une énergie extraordinaire. Et il n'y avait pas que des intellos dans la salle. Les ados étaient venus en masse. C'était assez incroyable pour eux de se retrouver devant un parterre de fans. Ces gens adoraient leur musique, ils criaient, faisaient du bruit. Je crois que c'était un concert très important pour eux. Ils ont compris à ce moment-là qu'ils avaient une deuxième vie. Et c'est à Détroit qu'elle commençait. Ça ne se limitait pas seulement aux musiciens comme nous. C'était tout Détroit, tout Cleveland, tout Chicago. Les Noirs étaient fous de leur musique. Sur les radios grand public, on pouvait entendre en l'espace d'une demi-heure Pocket Calculator de l'album Computer World, Janet Jackson, Rick James et Prince. Ils sont beaucoup plus qu'un groupe techno. Ce sont les créateurs d'un genre qui n'avait pas de nom avant qu'on arrive. Jusqu'alors, c'était simplement de la musique électronique géniale. Dans leur intérêt, j'aurais préféré qu'ils restent en dehors de la techno, parce qu'il y a plein de choses à jeter dans ce mouvement. Beaucoup ne méritent même pas d'avoir leur nom à côté de celui de Kraftwerk. Regardez la pochette de We Are the Robots. Ils jouaient sur cette ambivalence sexuelle. Et ça leur plaisait bien. C'est avec cet album qu'ils se sont révélés comme un groupe créatif et androgyne. Personne ne savait s'ils étaient homo ou hétéros, et ils cultivaient ça. We Are the Robots? Hell yeah! C'était super funky, sans lettres. C'est difficile à expliquer. La ligne de basse de Computer World, c'était incroyable. Et It's More Fun to Compute, juste énorme. Ces chansons, c'était du feu. Avec Computer World, ils ont compris qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, tout ce dont ils rêvaient. C'était l'occasion de tout casser, et ils l'ont fait. Je reste bluffé par la structure musicale de certains morceaux. Les mélodies sont intemporelles. On le voit par exemple avec cet hommage de Coldplay. Ils admiraient beaucoup les mélodies de Kraftwerk. Et Talk, c'est bien évidemment une révérence, une façon de dire « on vous adore ».
De la part d'un tel groupe, c'est une immense marque de respect. Le titre de Coldplay a ouvert leur musique à un nouveau public, plus jeune, qui ne les aurait peut-être pas connus autrement. Mais cette nouvelle génération de fans n'a pas plus de facilité à se procurer des places. 9 personnes sur 10 ont dû faire une croix sur les concerts de la Tate moderne. Dans le quartier branché de Bethnal Green, on a décidé de célébrer tout de même l'événement. Cette soirée est née d'une frustration. J'ai passé 9 heures au téléphone à essayer d'obtenir des billets pour voir Kraftwerk en live à la Tate pour rien. Là, on peut quand même profiter de leur musique et de leur visuel. C'est pour tous ceux qui n'ont pas eu de billets, nous y compris. Mon copain est DJ. Il passe beaucoup de techno et de house minimal. Moi, je suis venue à Kraftwerk par le krautrock. C'est notre point de rencontre. Je suis fan de la techno de Détroit. C'est comme ça que j'ai redécouvert Kraftwerk. On les retrouve sur plein de morceaux connus que chacun écoutera à un moment donné, quel que soit son âge ou ses goûts musicaux. Donc on va constamment les redécouvrir et ce qu'ils font reste novateur alors qu'ils sont là depuis 40 ans. S'il est difficile de les voir en concert, les approcher relève de la mission impossible. Dès le départ, ils ont refusé le Star System. Ils sont toujours surpris que leur vie privée intéresse tant les gens. Kraftwerk a décliné toutes les offres de collaboration, même celle de Michael Jackson. La célébrité les a rendus plus secrets encore. Et le silence médiatique qui les entoure leur confère une sorte d'aura mystique. Nul ne connaît mieux leur discrétion que Peter Butcher, le photographe préféré de Kraftwerk depuis la fin des années 80. Désormais, il ne pose plus. Il prend donc surtout des clichés de leurs robots. Ce qui compte pour eux, ce ne sont pas les personnes, mais leurs œuvres. Les robots que j'ai photographiés sont en fait les représentants de l'art total de Kraftwerk. Ils ont fait attention à ne jamais se retrouver prisonniers des médias. Ils ont décidé de faire l'inverse, de les tenir à leur merci, eux et toute l'industrie. C'est quelque chose de très précieux, surtout à une époque où tout le monde partage les détails de sa vie privée sur Twitter et Facebook. Je suis allé aux toilettes, là je vais me laver les pieds. Après je mangerai des spaghettis et peut-être que j'irai au cinéma. Comme si votre vie était si importante que les autres devaient tout en connaître. Tout ce qui est parvenu de l'existence de gens comme Mozart et des compositeurs classiques, c'est leur musique, leur œuvre, ce qu'ils ont créé. Le reste, c'est anecdotique. J'essaie de représenter la métamorphose. Le sujet principal est l'homme-machine et à travers mes images, j'exprime le fait qu'on ne maîtrise pas vraiment ce phénomène. Dans l'exposition, il y a une photo prise à Manchester qui montre la fusion bien réelle de l'homme et de la machine. Les spectateurs n'assistent plus au concert de façon immédiate, mais regardent l'écran de leur smartphone tout en filmant.
Pour moi, c'est l'aboutissement de ce processus de fusion. Dans la radicalité du style Kraftwerk, il y a toujours eu un soupçon de provocation. À l'époque du glam rock et des hippies, ils portent les cheveux courts, des costumes cravates et chantent en allemand des hymnes industriels. Avec Computer World, ils affirment ce goût du politiquement incorrect. Alors que l'ordinateur personnel n'en est qu'à ses balbutiements, ils mettent en musique une machine perçue comme un outil de surveillance au service d'un État oppresseur. Bien avant l'ère des téléphones portables, leurs textes ont la concision des SMS à venir. Kraftwerk annonce l'avènement d'un monde ultra connecté. Le tout sur fond de bruits électroniques syncopés. Kraftwerk avait conscience de ce mouvement qui nous a conduits à Google, Apple, Facebook et Twitter. Mais grâce à leur sensibilité artistique, ils savaient qu'un excès de technologie pouvait être déshumanisant, qu'on pouvait y perdre son âme. Kraftwerk avait une vision fascinante du futur, très nostalgique. Leur langage de programmation est fait d'expressions périmées et donc défuntes. Nous vivons aujourd'hui dans l'avenir qu'ils avaient plus ou moins prédit. Ils n'ont pas eu raison dans le détail. Ils auraient tout aussi bien pu imaginer les années 1920 ou 1950. Mais ce sont eux qui ont le mieux anticipé ce qui allait se passer. L'approche de Kraftwerk est extrêmement douce, soignée, soutenue et méticuleuse. Mais elle est révolutionnaire. Ils ne procèdent pas par chocs brefs et violents. Ils modifient en permanence leur façon de travailler. Et c'est une histoire sans fin. Le groupe a encore un grand potentiel. Il possède une modernité éternelle. Et j'ai envie d'aller encore plus loin et de dire qu'il a beaucoup d'avenir. Il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Les critiques de rock déplorent parfois le fait qu'il ne reste qu'un seul des membres fondateurs de Kraftwerk, comme si c'était les Dave Clark Five, les Sweet ou les Tremolos. Mais peu importe qui compose ce groupe, il est en lui-même une œuvre d'art. C'est comme si, devant un Picasso, on trouvait bizarre que le peintre soit absent. Normal, il est mort. De même, Kraftwerk survivra à la disparition de ses membres. C'est comme une exposition vivante qui agit sur l'histoire de l'art électronique. La qualité du son, la production, c'est le futur. Écoutez-les et sauvegardez-les. Ils ont un rôle historique. Vous avez déjà des morceaux de Duke Ellington et de Miles Davis. Vous pouvez les ranger à côté. Mélangez le disco et Kraftwerk et vous avez toute l'histoire de la musique depuis le milieu des années 70. Je me rappelle très bien la première fois que j'ai entendu Trans Europe Express et I Feel Love de Donna Summer. Après ça, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Une fois qu'on a écouté ça, le reste paraît insignifiant. Vous pouvez rentrer chez vous, ils ont gagné. L'histoire a prouvé que les vrais fans des débuts comme nous, ceux qui ont aimé Kraftwerk dès les années 70 et 80, avaient bon goût. On avait raison. Je veux remercier chaleureusement Kraftwerk. Merci de nous avoir donné la chance de grandir avec votre musique. Quand je veux me détendre, aller contempler le coucher de soleil, ou simplement conduire très vite sur une longue ligne droite, c'est eux que j'écoute. Ça me permet de me ressourcer, d'oublier toute la connerie du monde, de me rappeler du niveau de qualité qui existait. J'ai envie de dire aux jeunes, éteignez votre ordinateur ou votre télé, fermez les yeux et regardez ce que vous voyez. Ce que vous verrez, c'est vous.